RFI 9h30 à Paris, 7h30 à Conakry et Nzérékoré. RFI Matin. Après le coup d'État de dimanche dernier en Guinée, Céline Pellarin, la CEDEAO envoie ce matin une délégation à Conakry. Mais l'organisation ouest-africaine a perdu de son crédit auprès de nombreux Guinéens depuis la crise ouverte par le 3e mandat présidentiel d'Alpha Condé. Reportage dès le début de ce journal. Au Mali, rallonger les délais du calendrier électoral plutôt que de bâcler la transition. C'est ce que le Premier ministre de la transition a choisi comme stratégie et que Choguel Maïga a présenté aux ambassadeurs étrangers en poste à Bamako. Sa priorité, dit-il, c'est l'organisation des assises nationales. Au Maroc, le PJD est sanctionné lors des législatives selon les résultats provisoires. Après 10 ans à la tête du gouvernement, les islamistes modérés passent dans l'opposition, une crise également interne puisque l'ensemble du secrétariat général du PJD démissionne. Une délégation de la CEDEAO attendue dans les prochaines heures maintenant à Conakry après le coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé dimanche dernier. En Guinée, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest missionne 4 ministres des Affaires étrangères, ceux du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria. Ils accompagnent Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, et ensemble ils devront rencontrer la junte du CNRD et présenter leurs priorités, c'est-à-dire la libération immédiate et sans condition d'Alpha Condé, mais aussi le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais voilà, pour de nombreux Guinéens, eh bien, la CEDEAO a perdu sa crédibilité. Reportage de notre envoyé spécial à Conakry, Charlotte Hydrac. Aux abords du quartier général des forces spéciales, cet entrepreneur patiente dans sa voiture en espérant un hypothétique rendez-vous avec les responsables du CNRD. On essaie d'avoir une audience parce que les gens qui ont pris le pouvoir, on dit qu'ils veulent travailler avec toutes les couches. Il n'attend en revanche pas grand-chose de la mission de la CEDEAO à Conakry. La CEDEAO n'a pas pensé à la population guinéenne. Il y a eu un coup d'État institutionnel, le 3e mandat. C'était pas démocratique. La CEDEAO a cautionné. Ils n'ont pas condamné. Même scepticisme affiché par Anthony Collier, comptable et consultant financier venu soutenir les putschistes. Ces institutions-là, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, on connaît déjà le récital qu'ils ont, fait de condamnation. Ils n'ont pas prévenu ce qui est arrivé. C'est pas maintenant qu'ils vont venir nous lancer des leçons de morale. Un avis largement partagé, mais Mohamed Lamine Diané, lui, salue la position de la CEDEAO qui a simplement suspendu la Guinée de ses instances sans sanctions économiques. Mesure de principe équilibrée selon lui. La CEDEAO a toujours intervenu dans les pays africains à bon moment. C'est une très bonne communauté pour nous. Moi, je les soutiens. Je sais qu'ils viennent juste pour faire la forme. Et je les souhaite un bon séjour en Guinée. Pour ces Guinéens, l'essentiel est désormais d'y voir plus clair sur le gouvernement d'union nationale promis par les militaires. Charlotte Hydrac, Conakry, RFI. Et le CNRD qui a annoncé hier soir le gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires des anciens ministres, hauts fonctionnaires et établissements publics. Une mesure dans le cadre de la sécurisation des fonds de l'État afin de préserver l'intérêt du pays selon le communiqué qui a été lu à la télévision nationale. RFI à Bamako, 98.5 FM. Au Mali, la transition pourrait changer de calendrier. C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre de la transition alors qu'il recevait les ambassadeurs étrangers basés à Bamako. Choguel Maïga leur a présenté la suite du processus qui doit rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'élections. Un calendrier électoral qui a pris du retard. Mais le chef du gouvernement de la transition malienne explique que sa priorité, ce n'est pas de tenir le délai fixé à fin février 2022 pour l'organisation de ces scrutins. Sa priorité, c'est une transition réussie. Les précisions à Bamako de Serge Daniel. Devant les diplomates étrangers, le Premier ministre malien Choguel Maïga a clairement indiqué que la priorité de son gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Ces rencontres vont commencer à la base pendant quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives de la nation ici à Bamako. Il ne faut pas une transition bâclée, a-t-il notamment déclaré lors de leur rencontre. Il a ensuite, sans trop de précision, donné la suite de son plan. Après les assises nationales annoncées, il y a des réformes à faire et il faut les inscrire dans le marbre, a-t-il précisé. C'est seulement après cette étape que les élections auront lieu et pas de date pour le moment. Mais même si les élections étaient maintenues fin février 2022, on voit mal comment elles pourraient se tenir puisque le processus n'a pas été lancé afin de respecter les préalables, les actes nécessaires à poser pour respecter la loi. Comment le Premier ministre malien arrivera-t-il à convaincre ? Des partis politiques, parmi eux des poids lourds, ont déjà annoncé qu'ils ne participeront pas aux assises nationales, estimant que la priorité pour l'équipe de la transition
et l'organisation des élections fin février 2022, comme prévu. Serge Daniel Bamako, RFI. Au Maroc, le PJD, après 10 ans à la tête du gouvernement, le parti islamiste modéré, s'est effondré selon les derniers résultats provisoires qui datent d'hier soir et qui portent sur 96% des bulletins qui ont été déposés dans les urnes lors des législatives de mercredi. Et résultat, le parti va basculer dans l'opposition. La sanction des urnes doit encore être confirmée par les résultats définitifs. Le PJD passe de 125 à 13 sièges à la Chambre des représentants. Conséquence immédiate, c'est tout le secrétariat général du PJD qui a démissionné. Envoyé spécial à Rabat, Amélie Tully. Une démission collective, le secrétariat général du Parti de la Lampe affirme assumer la responsabilité de ces résultats. Joint par téléphone à l'heure du couvre-feu après une longue journée de réunion, Mohamed Reda Benraldoun, responsable des relations internationales du PJD. C'est pas la fin du PJD, ce n'est pas la fin du monde, c'est une petite bataille et l'histoire est longue et donc on doit revoir aussi notre relation vis-à-vis d'un certain nombre de points. Mais vous savez, nous sommes un parti loyaliste et un parti très démocratique et on remercie tous les gens qui ont voté pour nous. Ces résultats officiels des législatives, le PJD les considère incompréhensibles, illogiques et inacceptables et prévoit de déposer des recours. Pour les différents observateurs de la vie politique marocaine, pourtant, ce recul s'explique de plusieurs façons. Vote sanction face à un bilan jugé décevant tant au niveau national que local, érosion de l'engagement des militants. Beaucoup d'élus, en effet, de 2011 ou 2016 n'ont pas voulu se représenter sous l'étiquette PJD pour ce scrutin. Un autre analyste évoque aussi des divisions en interne autour de thèmes aussi variés que la légalisation du cannabis ou la normalisation des relations avec Israël. Après une décennie aux affaires, le PJD rejoint donc l'opposition au Parlement marocain, mais envisage des alliances localement. Amélie Tully, Rabat. RFI. Et après la publication des résultats définitifs des législatives de mercredi, il reviendra au roi Mohamed VI dans les prochains jours de nommer un chef du gouvernement qui sera issu du parti majoritaire aux législatives, donc du RNI, dont le président est Aziz Arnouch. Après des semaines de tensions entre la Tunisie et la Libye, le Premier ministre libyen Abdelhamid Deiba, accompagné de plusieurs ministres, a rencontré le président tunisien Kais Saied. À l'issue de cette réunion, Tunis, Tripoli annonce qu'un protocole sanitaire commun sera élaboré afin de rouvrir les passages frontaliers qui sont fermés depuis maintenant près de 2 mois. C'est ce qui a provoqué cette tension entre les deux voisins. L'objectif étant le retour du trafic terrestre et aérien entre Tripoli et Tunis. Cependant, aucune date n'est avancée pour cette rouverture des frontières. Le président tunisien Kais Saied, qui depuis maintenant presque 7 semaines s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels, il a gelé les activités du Parlement et a limogé le Premier ministre. C'était le 25 juillet et depuis, tout le pays attend la feuille de route de son dirigeant. Il serait en cours de finalisation selon l'un des conseillers du président qui ajoute que le chef de l'État Kais Saied souhaite un changement de constitution qui serait approuvé via un référendum populaire. Tenter de calmer les velléités sécessionnistes de l'IPOB, c'était l'objectif hier du président nigérian. Mahamadou Buhari s'est brièvement rendu dans l'état d'Imo, où le mouvement indépendantiste biafrais avait lancé un appel à la population pour qu'elle reste chez elle. L'IPOB, dont le chef Nnamdi Kanu a été arrêté, c'était il y a 2 mois pour terrorisme et pour trahison. Le président Buhari a rencontré les gouverneurs du sud-est nigérian ainsi que plusieurs responsables issus de l'ethnie Igbo avec un message d'unité. Correspondance à Lagos de Lisa Fabien. En visite dans la ville d'Owerri, le président nigérian Muhammadu Buhari a estimé qu'il était impensable de voir les membres de l'ethnie Igbo quitter le Nigeria, car ceux-ci jouent un rôle crucial dans l'économie du pays. Une opération ville morte avait été décrétée par l'IPOB, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, en marge de cette visite de Muhammadu Buhari au sud-est du pays. Un mot d'ordre récurrent depuis l'arrestation du chef de l'IPOB, Nnamdi Kanu, il y a 2 mois par les services de sécurité nigérian. Ce mardi, les avocats du leader indépendantiste ont déposé une plainte dans laquelle ils réclament plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au gouvernement nigérian en compensation des dommages mentaux, émotionnels et physiques infligés à leurs clients. Ils souhaitent également que l'arrestation de Nnamdi Kanu au Kenya fin juin soit déclarée illégale par la justice nigériane. Cette affaire devrait être entendue fin septembre alors que le procès du leader indépendantiste pour terrorisme et trahison
doit débuter au mois d'octobre. Lisa Fabian, Lagos, RFI. En Afrique du Sud, les émeutes de juillet, une crise violente, la plus importante depuis la fin de l'apartheid, qui a fait plus de 350 morts et qui va coûter 1,5 milliard d'euros au pays, selon les assurances. Déclenchée par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice, les heurts ont vite dégénéré en pillage et en destruction, notamment autour des villes de Durban et de Johannesburg. Une explosion de colère face à la pauvreté et aux inégalités auxquelles font face de nombreux Sud-Africains. Et cela va coûter donc cher au pays, alors que l'économie a déjà du mal à se relever de la pandémie. À Johannesburg, Claire Bargelès. Selon Sasria, la compagnie d'assurance publique qui gère les dossiers d'indemnisation suite aux émeutes, les dommages pourraient s'élever à 1,5 milliard d'euros suite à la destruction et au pillage d'environ 200 centres commerciaux et 3000 magasins. L'entreprise publique estime qu'il s'agit des émeutes les plus coûteuses au monde sur les 10 dernières années et doit désormais se tourner vers l'État pour se faire renflouer suite à ces dépenses considérables. Les répercussions sur l'économie pourraient être encore plus importantes puisque le pays a été à l'arrêt durant cette semaine de violence avec des camions brûlés et le blocage des axes qui relient la région australe au port de Durban. Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, estime de son côté que les émeutes pourraient coûter 1 point de croissance pour l'année 2021. Ces difficultés viennent s'ajouter à une économie qui peine déjà à se relever de la crise sanitaire. Avec 1,2% de croissance au deuxième trimestre, différents secteurs ont repris des couleurs, mais le pays n'a pas retrouvé son niveau pré-Covid et le taux de chômage a atteint un nouveau record avec plus de 34% de la population sans emploi, soit plus d'un actif sur 3. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI. Les ressortissants de l'Union européenne peuvent de nouveau se rendre au Sénégal sans restriction. Changement important annoncé par le ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens. Le ministère qui espère que cela relancera le tourisme international qui est à l'arrêt depuis 1 an et demi. Depuis le début de la pandémie de Covid-19. En effet, ces voyageurs qui sont des ressortissants de l'UE devaient présenter soit une autorisation spéciale délivrée par les autorités consulaires, soit une carte de séjour au Sénégal. Et vous retrouvez tout de suite Andréane Mellard pour la suite de la matinale. Bonne journée. C'était le journal de Céline Pellarin sur RFI. Merci Céline, bonne journée à vous. À suivre dans les prochaines minutes. À Dakar où le montant des loyers explose, la chronique des matières premières et les risques sur la campagne arachide qui va démarrer, les attentats du 11 septembre 2001 au cœur des dessous de l'Infox ce matin et puis le Conseil central